Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec SEAT. Smart City, on explore la ville de demain avec cette question pour notre débat. Quel mix de mobilité? J'accueille Élise Remarque, bonjour. Bonjour. Directrice marketing de SEAT et Cupra France, bienvenue, heureux de vous accueillir. Ravi. Et puis avec nous en visioconférence, Thibaut Benkelil, bonjour, bienvenue. Vous êtes expert des enjeux de la réduction de l'empreinte carbone chez Greenflex. On peut peut-être commencer par une définition. Qu'est-ce qu'on emploie quand on dit mix de mobilité? Élise Remarque, c'est quoi pour vous? Ça veut dire quoi? Alors la mobilité, c'est un sujet qui est très en vogue en ce moment. On l'entend sur toutes les chaînes de télé, sur tous les sujets digitaux et dans toutes les bouches, notamment dans la presse. La mobilité, en fait, c'est tout simplement comment on se déplace dans le quotidien et comment on se déplace en fonction des moyens de mobilité et des services de mobilité qui existent. Et le mix de mobilité, c'est un sujet qui est extrêmement vaste puisqu'on va parler de différents moyens pour se déplacer, qu'ils soient effectivement sur des moyens à 2, 3, 4 roues ou plus, sur des chemins de fer ou sur les routes, et effectivement avec tous les services associés, donc un sujet très vaste. Et quand on est un géant de l'automobile comme SEAT, enfin comme le groupe Volkswagen, on va parler de SEAT ici, vous êtes en quelque sorte tenu, enfin c'est se positionner sur le mix de mobilité, c'était une évidence. C'est une évidence. Alors, SEAT est en train de se réinventer par rapport à ça, puisqu'effectivement, historiquement, on est un constructeur automobile. Comme tous les groupes du secteur, effectivement, on produit des voitures sur des chaînes avec une industrie qui est assez implantée. Notre révolution, et ce qu'on est en train de travailler, en tout cas à l'échelle de la marque SEAT pour l'instant, c'est comment est-ce qu'on passe du paradigme de constructeur auto à fournisseur de mobilité. Et ça, c'est une révolution qui est passionnante parce que ça signifie travailler sur des produits, sur des services, sur des promesses pour pouvoir changer les choses, toujours en pensant effectivement aux vrais besoins du client, puisque derrière, ce qu'on attend surtout, c'est d'apporter une vraie solution de mobilité à la consommation d'aujourd'hui et qui, comme on le voit tous les jours, est en train de bien évoluer. Oui, en train d'évoluer. Et d'ailleurs, pour une seule personne, on peut évidemment utiliser tous les aspects de ce mix de mobilité. On y reviendra. Thibaut Benkelil, le mix de mobilité, alors on est dans Smart City, donc on part peut-être plus du modèle urbain, mais le mix de mobilité, c'est peut-être pas exactement la même idée quand on est en ville ou à la campagne, non ? Alors, c'est pas effectivement la même idée, on ne peut pas faire la même chose pour des raisons évidentes. Néanmoins, on observe des changements de mobilité qui sont partout, et dans ce qu'on a pu observer en 2020 avec les contraintes sanitaires que nous avons tous subies, il y a eu des changements clairement en ville, mais il y a aussi eu du changement à la campagne. On a eu une explosion de l'usage du vélo dans le monde rural de plus 16% qui a été par exemple constatée. Si on se recentre sur la ville et la mobilité, c'est beaucoup d'enjeux qui vont être autour de la pollution locale, des particules, des oxydes d'azote. C'est des enjeux bien sûr de changement climatique où la mobilité, c'est un tiers aujourd'hui de nos gaz à effet de serre et la mobilité doit contribuer à la neutralité carbone. Et puis au-delà de ces enjeux environnementaux, c'est des enjeux de vivre ensemble, c'est des enjeux de bien-être au travail, puisqu'on a vu que la mobilité c'était finalement lié beaucoup au déplacement domicile-travail, on l'a vu. Et donc c'est une question d'équilibre à trouver entre nouveaux services, nouveaux usages, effectivement, je partage tout à fait ce qui a été dit, et puis même des enjeux de démobilité dans la mesure où il y a eu une explosion l'année dernière de télétravail, de visioconférence. Et la question principale en ville, c'est comment on partage finalement l'espace urbain entre un monde effectivement qui était un monde tout voiture d'une certaine façon, avec un monde qui est en train d'évoluer avec les fameuses coronapistes qu'on a pu voir en 2020, et comment, dans un contexte où la réglementation évolue, où les pratiques évoluent et où on ne reviendra pas exactement avant la crise sanitaire, comment tout le monde se fait une place et comment on fait finalement de tout ce sujet une force et de l'innovation finalement pour pas mal d'acteurs. Mais c'est un enjeu majeur. Vous parliez des coronapistes, Thibaut. C'est vrai qu'elles étaient censées être là pour quelques semaines ou quelques mois, et puis manifestement, et peut-être heureusement d'ailleurs, elles sont là pour durer. Sauf que l'espace urbain n'est pas forcément adapté à ces coronapistes. Donc ça suppose quand même des investissements, du long terme pour mettre en place ce mix de mobilité, Thibaut. Alors ça suppose effectivement du long terme et on va vers un début finalement de planification d'un certain nombre d'investissements au niveau des territoires, au niveau de l'État, et c'est la fameuse loi LOM qui, coïncidence bien sûr, est arrivée au même moment finalement
que la crise sanitaire. La loi LOM, qu'est-ce qu'elle dit? Elle parle de transformations qui vont être très importantes dans la façon de gérer la mobilité en entreprise et dans la façon de planifier des investissements pour l'espace urbain notamment. Ça pose clairement des enjeux de sécurité, de développement de nouveaux modes et la loi LOM, par exemple, veut que toute flotte automobile d'entreprise, par exemple, se fixe des objectifs avec des véhicules qui vont être zéro émission à l'usage. Je précise à l'usage parce que c'est important. Quand on parle de ces véhicules zéro émission, il faut voir qu'on a un objectif d'aller en 2040 en France vers l'interdiction de vente de voitures qui fonctionnent avec de l'essence ou du diesel et même des hybrides et des hybrides rechargeables. Donc la question qui se pose, c'est comment on accompagne les entreprises, les particuliers dans cette transition, que ce soit dans l'achat d'autres voitures et même d'aller vers d'autres types de véhicules. La LOM, loi d'orientation des mobilités, effectivement. Et Élise remarque ce virage vers l'électrique, tous les constructeurs automobiles le prennent. SEAT aussi, avec une gamme qui est en train de changer, c'est ça? Complètement. La révolution électrique, on a les deux pieds dedans. Ouais. Ça, je confirme, à l'échelle de tous les constructeurs. Chez SEAT, effectivement, on a commencé à prendre le tournant l'année dernière en lançant un petit véhicule super urbain avec la Mi électrique, qui est une micro-citadine toute électrique qui circule déjà sur les routes. On est en train d'électrifier notre gamme avec d'ores et déjà 3 modèles hybrides rechargeables pour la marque SEAT et 3 modèles également pour la marque Cupra, sur des véhicules effectivement hybrides rechargeables, donc qui combinent l'essence et la batterie pour avoir une autonomie de 50 à 60 km en pur électrique. Et puis on a aussi des énergies alternatives, puisqu'on a aussi des véhicules par exemple au GNV, au gaz naturel pour véhicules, qui permettent d'apporter une hybridation un petit peu différente. Et on a aussi toute une gamme de micro-mobilité, tout électrique, qui permet de répondre à des besoins ça, on va en parler. Sur lesquels effectivement on évoquera tout à l'heure. Oui, on va en parler parce que ça peut sembler étonnant de voir SEAT sur le marché de la trottinette ou du scooter électrique. Mais je voudrais rester sur cette date 2040. C'est vrai que dans cette émission, on a une chronique qui s'appelle Horizon 2040. On se projette souvent comme ça à 20 ans. Ça suppose quoi en termes de transformation de l'outil industriel, de se dire on bascule à l'électrique parce que de toute façon, on n'a pas le choix? C'est énorme. Pour être très simple. Oui. C'est colossal puisque c'est une vraie révolution de notre façon de faire. Pendant des décennies, on a construit des véhicules essence, des véhicules diesel, qui étaient effectivement les carburants traditionnels qui animaient ce marché-là et l'automobile et qui faisaient avancer les voitures, les camions et autres types d'engins, puisqu'il y avait aussi des avions et tout un tas de véhicules. Et c'est vrai que là, on est en train de changer complètement de paradigme, puisqu'on sait qu'on ne va plus avoir de pétrole. Donc à un moment donné, il faut passer à autre chose. On sait qu'il y a une nécessité environnementale sur laquelle, évidemment, tous les constructeurs veulent s'engager. Donc la nécessité, elle est là. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on adapte l'outil industriel. Ça peut aller finalement relativement vite. En 5 ou 10 ans, on peut adapter un outil industriel aux nécessités. La vraie question, c'est où est-ce qu'on va trouver les matériaux, les terres rares pour construire les batteries, le recyclage de tous ces éléments-là, parce que ça prend aussi un petit peu de temps. Il y a toute la législation qui va autour. Il y a l'infrastructure de recharge qui accompagne forcément ce changement, puisqu'il faut avoir les bornes pour recharger les véhicules, etc. Et donc, c'est vrai que c'est une transition qui va prendre un petit peu de temps pour adapter l'ensemble du contexte. C'est les constructeurs, bien sûr, c'est les fournisseurs, bien sûr, c'est les produits de base et c'est toutes les infrastructures et la législation qui vont autour. Oui, et puis quand on parle de mix de mobilité, il y a aussi la question du mix énergétique, c'est-à-dire que tout miser sur l'électrique, c'est risqué aussi à terme, parce que la question de l'électrification massive de nos villes, ça va être un enjeu majeur des 10-20 prochaines années. Donc vous jouez sur l'électrique, mais aussi sur d'autres sources d'énergie? Tout à fait. Vous ne faites pas basculer la totalité de votre offre sur l'électrique? Tout à fait. En fait, on croit à une transition chez SEAT qui soit effectivement multi-énergie, puisqu'on est bien conscient que l'électrique est une tendance de fond qui va s'accélérer. Pour l'instant, on a l'impression que l'infrastructure globale n'est pas encore totalement prête à supporter une flotte 100% électrique sur le marché français. Alors, en France, on a la chance d'avoir quelque part une énergie produite par le nucléaire qui est en quantité a priori suffisante et sur un circuit qui n'est pas complètement négatif, comme par exemple le charbon qui peut produire de l'énergie sur C'est une énergie décarbonée, le nucléaire. Tout le monde est d'accord là-dessus. Il y a d'autres soucis sur les déchets. Il y a d'autres soucis, mais effectivement, elle est décarbonée de ce côté-là. Ça nous donne un petit avantage. Il n'empêche qu'aujourd'hui, on n'a pas les infrastructures nécessaires pour pouvoir fournir toute une flotte de véhicules. On vend à peu près 2 millions de véhicules par an neufs sur le marché français. Si on en vend 2 millions tous les ans en full électrique d'ici à 2025, aujourd'hui, l'infrastructure n'est pas en capacité de s'adapter. Par contre, effectivement, à très court terme, il y a des choses qu'on peut faire. Avec, effectivement, du GPL, ça existe chez certains de nos concurrents. Avec du GNV, effectivement, chez nous, le biogaz est effectivement une énergie qui peut être totalement
totalement green, puisque c'est aussi un des sujets. Il y a effectivement ces intermédiaires que sont les hybridations, notamment sur les hybrides rechargeables électriques aujourd'hui, qui sont effectivement une alternative intéressante, puisque un consommateur français fait à peu près 50 km de trajet moyen dans sa journée. Un hybride rechargeable couvre ces 50 km d'autonomie, donc on peut rouler au quotidien avec un véhicule électrique, mais pour partir en vacances, on a cette capacité à avoir malgré tout cette énergie classique du thermique, donc de l'essence, qui va nous permettre de faire 500 ou 600 km de plus. Donc effectivement, il y a certainement une transition qui va se faire avec des énergies alternatives, donc sur effectivement des hybridations diverses, et peut-être encore, malheureusement, pour un certain temps, sur des technologies classiques, puisque l'essence et le diesel, pour certains gros rouleurs, par exemple en flotte, restent une alternative à court terme. Oui. Et Thibaut Benkilil, il y a aussi la question de l'hydrogène. Il y a une filière hydrogène à construire en France. C'est l'un des objectifs affichés par le gouvernement. Vous êtes d'accord sur cette idée d'un mix énergétique aussi ? Alors le mix énergétique, il doit d'une certaine façon dépendre de l'usage. La voiture électrique aujourd'hui, c'est pas vraiment ce qu'on connaissait il y a 10 ans. Il y a des progrès qui sont certains en termes d'autonomie, puisqu'on va sur des autonomies qui dépassent 250, 300, voire 400 km, ce qui permet quand même dans le cadre professionnel, pour des chargés d'affaires par exemple qui ont beaucoup de déplacements à faire, c'est entendable finalement de faire plusieurs centaines de kilomètres par jour avec un véhicule électrique et de le recharger la nuit en recharge lente par exemple pendant 8 heures. C'est un modèle qui peut fonctionner. Maintenant, effectivement, pour aller vers plus d'autonomie, il faudra peut-être aller vers l'hydrogène. L'hydrogène offre encore aujourd'hui plus de complexité dans la mesure où certes, il y a des enjeux de recharge électrique, mais l'hydrogène, aujourd'hui, il y a des vrais enjeux de développement des infrastructures, puisque c'est quelque chose qui a effectivement, l'hydrogène, ça ne se trouve pas comme ça. Il faut venir le produire et le rendre disponible un petit peu partout. Il y a des enjeux de coût aussi pour l'hydrogène. Là où l'électrique commence aujourd'hui à être intéressant, notamment dans des usages de flotte de véhicules, voilà, quand on roule beaucoup, l'électrique est intéressant. Pour l'hydrogène, l'équation économique est un petit peu plus compliquée. Il n'empêche que ça pourra résoudre des problèmes d'autonomie pour atteindre 500 km, voire plus. Donc c'est une solution à avoir en tête, puisque aussi à l'usage, l'hydrogène n'émet pas de polluants. L'enjeu reste pour l'hydrogène d'arriver à le produire à partir d'énergies qui sont relativement décarbonées. Et donc, comment on arrive à développer ces filières-là pour ne pas finalement retomber dans un hydrogène qui est fait à partir d'énergie fossile. C'est vraiment l'enjeu aujourd'hui de cette filière. Ce serait absurde. Seatmo, c'est le nom de cette nouvelle business unit qui a été créée chez Seat, pour vendre autre chose que des voitures, en quelque sorte, c'est ça? Exactement, parce que dans la promesse de passer de ce paradigme de constructeur de voitures à fournisseur de mobilité, Seat s'est dit qu'il ne fallait pas seulement faire la belle promesse, comme on peut l'entendre effectivement de marketeur, et j'en suis une, mais de se dire qu'il fallait du concret pour assumer effectivement que cette promesse n'était pas qu'une promesse, mais que c'était un fait et une réalité utilisable par les consommateurs. Et là, on parle de smart city, donc de villes intelligentes. Évidemment, il fallait s'adapter aux besoins d'aujourd'hui, qu'effectivement la crise sanitaire a renforcé, sur la nécessité d'avoir aussi des moyens adaptés à des petits trajets ou à des trajets dans des zones à fort engorgement de trafic, comme Paris l'est aujourd'hui par exemple. C'est vrai que quand on se déplace avec une trottinette ou avec un scooter électrique ou avec un vélo, on peut effectivement éviter les bouchons, on peut aussi s'adapter à des petits trajets qui n'ont pas forcément nécessité de prendre une voiture, de trouver un parking, etc. Et très honnêtement, pour moi qui viens de l'extérieur de Paris, pour venir aujourd'hui à l'intérieur de Paris, c'est très pratique pour moi de pouvoir garer ma voiture à l'extérieur, de prendre ma trottinette ou mon scooter et de venir effectivement à l'intérieur de Paris avec ces moyens de micromobilité. Et Seatmo, c'est exactement la promesse que cette entité veut promettre, c'est dire on propose une gamme de micromobilité inclus dans la gamme des produits de mobilité de Seat, avec aujourd'hui 2 trottinettes et un scooter dans les toutes prochaines semaines. Oui, c'est ça, les trottinettes, elles sont déjà disponibles, et le scooter va arriver sur le marché français dans les toutes prochaines semaines. Oui. C'est l'équivalent d'un scooter 125, pour ceux qui connaissent un peu plus le thermique. C'est un marché qui est en train de naître sur le marché français, avec, à mon sens, un vrai potentiel, parce qu'il y a une vraie attente des consommateurs sur ce type de produits, qui ont effectivement plus d'autonomie qu'une trottinette, et qui permettent des trajets de, effectivement, 50, 100 km en autonomie, puisque le scooter aura un peu plus de 100 km d'autonomie. Ça permet d'être un petit peu plus serein pour faire des trajets un peu plus longs qu'une trottinette. En quoi l'intelligence artificielle embarquée va modifier, améliorer notre mobilité future pour vous ?
Alors, pour moi, l'intelligence artificielle qui est embarquée, elle permet déjà de prolonger l'expérience qu'on peut avoir de notre vie qui est très connectée à l'intérieur de notre véhicule. Donc, ça va commencer par tout simplement savoir avoir le prolongement de son smartphone sur l'écran de son véhicule, qu'il soit effectivement à 2 ou à 4 roues. Et ça, c'est effectivement un élément important. Mais ça va nous permettre aussi d'avoir beaucoup plus de confort dans l'usage. Aujourd'hui, ça apporte beaucoup de confort dans la sécurité des voitures. Parce que typiquement, aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet de prédire un accident et donc de stopper la voiture avant. Elle permet aussi d'assurer un confort, par exemple, dans les bouchons. Ma voiture conduit toute seule. Et effectivement, sur, par exemple, la connectivité pour un scooter, ça nous permettra de verrouiller ou déverrouiller à distance et puis d'assurer, effectivement, l'autonomie du véhicule, etc. Toute cette intelligence artificielle, elle doit être évidemment au service du confort d'usage, de la sécurité et effectivement d'une meilleure connectivité et d'une interactivité avec tout ce qui va nous entourer. Ouais. Thibaut Benkili, quand on voit un constructeur automobile comme Seat proposer des scooters, des trottinettes, ce mix-là de mobilité, moi, je m'imagine, un jour de pollution, je vais pouvoir choisir entre les différents moyens de transport qui sont à ma disposition. C'est ça l'objectif ? Je vais pouvoir choisir, je ne suis pas obligé de posséder une grosse voiture au quotidien et d'aller m'engorger dans des bouchons interminables, mais plutôt avoir un véhicule qui va être citadin, qui va être plus léger et se poser la question, qu'est-ce que je peux avoir comme service de mobilité pour partir en vacances derrière sans me retrouver bloqué avec un certain nombre de contraintes. C'est ça qui est important aujourd'hui et c'est pour ça qu'on parle de services de mobilité. L'importance du numérique est aussi là pour favoriser tout ce qui va être multimodalité. Et c'est à la fois important dans la sphère personnelle de chacun, c'était l'exemple que je donnais, mais également dans la sphère professionnelle. Le déplacement professionnel, le déplacement domicile-travail, finalement, les entreprises s'emparent aujourd'hui d'un vrai sujet d'innovation qui est plus vu comme une contrainte. On le constate aujourd'hui chez Greenflex. Greenflex, on est finalement un partenaire clé dans la transition environnementale, sociétale et énergétique des organisations. Et on le constate au quotidien avec des gestionnaires de flotte, avec des responsables en entreprise qui veulent aller vers toutes ces sources d'innovation, créer de l'émulation, en faire un critère de différenciation pour leurs employés. Et aujourd'hui, les entreprises développent par exemple des plans vélo, des solutions d'autopartage et de covoiturage qui fonctionnent et qui n'ont pas les mêmes désavantages qu'on pouvait avoir il y a 10 ans. Donc on a une vraie évolution et on a une vraie attente aussi des salariés sur le sujet qui sont en attente de solutions sur des enjeux d'équilibre travail-vie personnelle et de solutions de mobilité. Donc ça bouge tout ça et ça permet finalement à des acteurs comme Seat aussi de se positionner sur d'autres métiers et de participer à l'émergence de nouvelles filières. Quand on voit que les véhicules de taille intermédiaire dont il était question là émergent, c'est finalement des nouvelles filières une source d'innovation intéressante. Alors, on va parler d'autopartage tout à l'heure avec le patron de Vulog, mais je vous pose quand même la question, Thibaut, parce que ça, c'est aussi un élément, nos autoroutes ou même nos périphériques de demain, il y aura une voie réservée au covoiturage, à l'autopartage ? Oui, tout à fait. On peut tout à fait imaginer ça pour des enjeux de pollution, pour des enjeux d'engorgement, et puis pour favoriser. En fait, on l'a vu dans certains pays comme la Norvège. La Norvège, il faut voir aujourd'hui, elle interdira les véhicules thermiques en 2025. Elle en est à 70% de vente de véhicules électriques. C'est colossal. Et finalement, cet électrique s'est développé en Norvège parce qu'il y avait, au-delà de l'équation économique, tous ces avantages. Et finalement, toutes ces mobilités alternatives, il faut qu'on soit capable de façon concrète de montrer à l'utilisateur, au-delà des problématiques économiques, qu'est-ce qu'il va y gagner, quelle facilité il peut avoir en termes de mobilité. On peut parler de stationnement, on peut parler de facilité à bouger en ville ou ailleurs, tout à fait. Justement, on va conclure là-dessus, Élise Remarque. Pour parler notamment aux urbains, il y a de nouveaux espaces que vous êtes en train d'imaginer. Il y en a un que vous avez lancé à Orléans, c'est ça ? Tout à fait. On a lancé à Orléans en tant qu'incubateur effectivement d'un savoir-faire un peu différent sur une ville de taille moyenne, ce qu'on appelle un city store. Donc la concession d'Orléans nous a accompagnés sur l'idée de créer une sorte de boutique à l'intérieur de la ville qui soit vraiment inclus dans le centre de la ville pour montrer le savoir-faire de la marque Seat, non seulement en termes de véhicules, d'accessoires, de services,
mais aussi de produits de micromobilité totalement adaptés à la ville. Et c'est vrai que ce City Store aujourd'hui est un beau porte-drapeau de ce savoir-faire, puisque Orléans met beaucoup de trottinettes à disposition des Orléanais, ce qui fonctionne très bien. En tout cas, c'est très bien reçu par la population locale. Et on espère bien pouvoir dupliquer ce type d'expérience dans d'autres villes qui seraient volontaires pour tester ce type de produit. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Et donc, on continue, on le prolonge d'une certaine façon avec Smart Move en découvrant Vulog, cette pépite française qui est basée à Nice et qui équipe le monde entier.